Quoi? Bonjour tout le monde. Mercredi le 26 février 2020. Je vais vous lire un article qui me fait réagir dans le brouhaha des contestations traditionnelles, là. Les tentatives de protection des terres et des cultures méprisées. C'est un article initialement qui était sorti en anglais sur thestar.com. Le titre original, c'est The Myth of Band Councils as First Nations. Ça veut dire le mythe des conseils de bande comme Première Nation. Ça peut aller très loin. The Myth is Canada. The Myth is ci, The Myth is ça. N'importe quelle entité. Aussitôt que tu rentres dans le monde des affaires, le monde mercantile, beaucoup de choses deviennent un mythe parce qu'on crée des entités fictives pour transiter des fonds. Donc, ça va de soi qu'après ça, quand les gens commencent à comprendre, ils écrivent à propos d'un mythe. Puis c'est tout à fait légitime, c'est normal, ça fait partie du monde des affaires. Le droit d'amirauté, le code Hammurabi, c'est pour ceux qui veulent vraiment creuser dans l'archéologie. Fait que je vais lire le texte, puis je vais commenter, comme je fais d'habitude. Puis j'ai hâte que nous, les Kawish, les Kagosèches, les Blancs, les colons de culture occidentale, j'ai hâte qu'on comprenne des choses là-dedans pour nous. Il faut arrêter de lire ça. T'sais, moi, je reprends ça, ces textes-là, de des amis Kawish. Je ne reprends pas ça de des amis autochtones. Fait que c'est déplorable, pas parce que les Autochtones ne partagent pas ce genre de texte-là. C'est pas ça. C'est regrettable parce que les Blancs, quand ils partagent ça, ils ne s'incluent pas là-dedans. Ils ne tirent pas de leçons là-dedans. Ils pensent que c'est quelque chose d'externe qu'on adresse aux Autochtones ou qu'on parle d'eux. Ils pensent qu'on parle d'un phénomène externe, d'un phénomène extérieur. Alors que ce qui est de valeur, c'est qu'on a un ennemi en commun. Puis l'ennemi ultime, c'est l'humanité qui l'a en commun. Fait que l'humanité, ça y importe peu. Pas l'humanité, mais l'ennemi dont je parle, il s'en fout de la couleur de peau, il s'en fout de la culture, il s'en fout de la langue. Il s'en fout carrément. Fait que j'ai hâte qu'on allume là-dessus. Là. Je vais répéter, comme j'ai dit dans mon dernier live, avec le mot métaphysique, parce que des fois, j'évoque des concepts métaphysiques. Métaphysique orthodoxe de côté, pour ouvrir tes grandes oreilles. Allons-y. Le mythe des conseils de bande en tant que Première Nation. Il y a probablement un oxymore là-dedans. Un oxymore, je le répète, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble parce qu'ils sont contraires. Exemple, citoyen souverain. Citoyen puis souverain, c'est contraire. Si tu es citoyen, tu ne peux pas être souverain. Si tu as accepté l'entité fictive qui te décrit, qui te définit comme étant un citoyen, automatiquement, tu ne seras pas souverain. Donc, pourquoi on utilise citoyen souverain? Pourquoi on utilise à outrance des oxymores, des oxymorons? C'est pour abrutir l'auditeur, c'est pour abrutir la personne qui va lire ça, parce que automatiquement, en faisant ça, l'information, plutôt que de rentrer de façon cognitive dans la conscience, elle rentre par le subconscient, que j'appelle la porte d'entrée hypocrite. Fait qu'aussitôt que tu dis nègre blanc d'Amérique, citoyen souverain, fort probablement conseil de bande, Première Nation. C'est probablement un oxymore. Là, mon bullshit détecteur, là, mon red flag, il allume là-dessus. Là. Ça veut dire qu'on a un message à faire assimiler de façon hypocrite. Ça veut dire que par après, les gens vont répéter ces conneries-là de coloniser sans avoir assimilé puis sans avoir mesuré les enjeux réels de telles paroles. N'oubliez pas, la langue est l'outil ultime de perversion, de conquête, de guerre, la langue. Dans la tradition canadienne, les raconteurs d'autrefois parlaient de la chasse-galerie, le canot volant. Ça, c'est Honoré Beaugrand, me semble. C'est des fables, des fables, c'est du folklore canadien. Là. Et chez les Mohawks, les Raksota, grand-père, racontaient des histoires effrayantes sur les têtes volantes qui erraient au plus profond des forêts. Mais l'un des mythes les plus troublants est celui dans lequel les conseils de bande de la loi sur les Indiens sont étiquetés comme Première Nation. T'sais?
On le dit déjà qu'il y a quelque chose de douteux là-dedans. Là. Ils ne le sont pas, hein? No wonder. Ça m'étonne tellement. Les conseils de bande ont été créés à partir de la loi sur les Indiens de 1876 et ont été conçus pour miner et remplacer des siècles de gouvernements traditionnels dans tout le Canada. Tu sais, le régime français, le régime seigneurial, ben, il s'organisait passablement bien avec les Autochtones. Là. Fait que, no wonder qu'après 1760, l'étau s'est resserré. Hein? Puis c'est pas pour nous vanter, là. Quand les Américains ont déclaré l'indépendance en 1776, c'était un phénomène hautement anticipé par la couronne. Fait qu'ils ont fait toutes sortes d'affaires comme l'acte de Québec 2 ans avant, 1774, pour redonner un immense territoire aux Indiens et aux Canadiens, aujourd'hui qui s'appellent Québécois ou Canadiens français, dont tout le tour des Grands Lacs, puis des terres qui étaient les Illinois, etc. Des terres qui aujourd'hui, partout où on avait réussi, les Canadiens français, partout où on avait réussi à défendre nos fortifications, comme Ticonderoga, plusieurs endroits dans l'État de New York, l'État actuel de New York, nous avaient redonné ça. Parce qu'ils sentaient la soupe chauffée dans les 13 colonies américaines. Fait que là, ce qui est arrivé par après, ben là, ça c'est quand même après la conquête là, anglaise. Là. Fait que la couronne avait un immense territoire sur le dos de la tortue, sur le dos de la grande tortue. Mais ils ne l'avaient pas toutes. Puis comme on va découvrir dans le texte, ils l'ont encore pas toutes en 2020. Comme les cartes qu'on nous enseigne à l'école le stipulent. Donc, dans la foulée de, justement, 1876, ben là, ce qui était populaire, c'est les mines, le développement du territoire pour aller exploiter les ressources naturelles ou au moins parer le territoire, parer l'infrastructure pour la rendre apte à l'exploitation. Fait que les terres qui ont été convoitées en premier, c'était le Haut-Canada actuel. Parce qu'avec l'indépendance américaine, les loyalistes, ceux qui ont voulu rester loyaux à la reine, ont été chassés au nord des Grands Lacs. Autrement dit, dans l'enclavure de lac de Québec. T'sais. Il y a une raison pour ça aussi. Donc, ces loyalistes-là, ben, ils ont chassé les Autochtones, soit qu'ils s'en retournent dans leur territoire original, dans l'État de New York, pour certaines nations, soit qu'ils ont chassé avec les Canadiens français, vu qu'on a toujours été alliés, encore plus bas dans le fleuve, là, donc, autrement dit, dans l'actuelle province de Québec. Puis, ils ont aussi créé des réserves dans le Haut-Canada, autrement dit, dans l'Ontario actuel, pour commencer le développement du chemin de fer, mais avant ça, pour les terres, pour cultiver les terres, premièrement. Fait que les plus vieilles réserves sont dans le Haut-Canada, puis c'était pour des raisons d'agriculture. Et par après, pour des chemins de fer. Donc, il y a une structure, il y a une fabrication dès lors d'une entité fictive, avec la création de réserves. Puis tous les Autochtones d'aujourd'hui ne sont pas dans des réserves. C'est ça qu'il faut comprendre. L'autre affaire qu'il faut comprendre, c'est en tant que Kawish, il faut arrêter de lire des articles de même de façon pas science-fiction, sensationnaliste. Il faut arrêter de lire ça de façon sensationnaliste. Ça nous concerne tous. Parce qu'on s'en va tous dans le même entonnoir. Bon. Les conseils de bande ont été créés à partir de la loi sur les Indiens de 1876, pas longtemps après la pseudo-confédération de 1867, et en même temps de création de nouvelles provinces après les 4 provinces originales. Hein, quand on pense que le Manitoba, comme 5e province, c'était 1870. Fait que ça, c'est dans le même élan. Puis ils ont été conçus pour miner et remplacer des siècles de gouvernements traditionnels dans tout le Canada. Ils étaient et sont toujours extrêmement limités dans leur autorité et entièrement soumis aux fonctionnaires du gouvernement fédéral. On va mettre les pendules à l'heure tout de suite, plutôt que d'effleurer un sujet puis que l'auditorat ne sache jamais vraiment qu'est-ce que ça fait un conseil de bande, puis une réserve. Bien, un conseil de bande, c'est un proxénète de notre politique représentative actuelle, parce que c'est un calque. Puis
puis ça fait uniquement gérer les biens sur la réserve. Fait un conseil de bande, c'est un regroupement d'administrateurs qu'on appelle des conseillers. On leur donne toutes sortes de noms. Les bras droits du chef élu. Puis sa tâche, c'est uniquement de administrer des biens sur la réserve. Donc, le petit territoire de la réserve, qui est normalement une petite municipalité, là, équivalent à une petite municipalité, les maisons dessus, les services municipaux. Ça fait rien que ça. C'est pour ça que j'expliquais à certains contacts que le système traditionnel, les chefs traditionnels, ils n'existent pas seulement dans les communautés autochtones où il n'y a pas de conseil de bande comme Georges Tremblay le stipulait. Mais moi, mon accent, c'est qu'il continue d'exister là où il y a des conseils de bande, pour la raison simple que le conseil de bande est uniquement et exclusivement administrateur des biens sur la réserve. Fait qu'aussitôt qu'il est question de droits territoriaux sur des terres ancestrales, à l'extérieur de la réserve, évidemment, une réserve, c'est à 500 pieds carrés d'habitude. Aussitôt qu'il est question de territoire où une famille en question faisait de la chasse, puis de la traite, puis du trappage, mais automatiquement, tu as recours au chef traditionnel. Tu n'as pas le choix. Tu vas pas aller mettre le chef de bande là-dedans puis le conseil de bande là-dedans. À ne pas faire. Peut-être qu'il va essayer de s'immiscer, mais le conseil de bande, c'est possible. Mais c'est pas de ses affaires. Donc, extrêmement limité dans leur autorité et entièrement soumis aux fonctionnaires du gouvernement fédéral. Les conseils de bande ne sont pas souverains. C'est sûr, hein? S'ils s'assujettissent à des entités fictives, ils ne seront jamais souverains. C'était pas ça le but de leur création, anyway. Leur but, c'était d'assujettir du monde qui ne connaissent pas leurs droits. Ne respectant pas le droit ancestral, bon, je recommence, là, parce qu'il y a bien des virgules. Les conseils de bande ne sont pas souverains, ne respectent pas le droit ancestral, n'ont aucun lien définitif avec la culture traditionnelle et ne gouvernent rien en dehors de leurs réserves respectives. C'est ce que je viens d'expliquer. S'ils disposent de services de police, les lois qui sont imposées et appliquées proviennent des règlements fédéraux et des lois provinciales. Donc oui, c'est ce que j'expliquais l'autre fois, comme quoi on n'a pas besoin d'envoyer de police dans les réserves. Ils ont déjà leur police, puis cette police-là est un calque idéologique des polices à l'extérieur de la réserve. C'est-à-dire d'utiliser la force, de collecter des taxes, rien pour maintenir la paix, là. Uniquement appliquer des fausses lois. Des lucratives. Le but d'appliquer une fausse loi, là, ou le but de te mettre à appliquer une loi de façon délibérée, c'est uniquement pour collecter des taxes. C'est pour aller chercher une forme de sûreté. C'est un but lucratif. Perfide. En vertu du droit international, un conseil de bande n'a aucune substance, aucun sens, aucune qualité pour agir. Ça, c'est bon à savoir. Parce que si un conseil de bande n'a aucune substance en vertu du droit international, ça veut dire que le fédéral et le provincial, puis l'origine du conseil de bande, en aura pas plus. Ça veut dire que le fédéral n'aura aucune substance en vertu du droit international. Puis, ultimement, c'est ça que ça veut dire. Je n'embarquerai pas dans l'État national, là, parce que là, c'est complexe. Là, parce que l'État national, c'est probablement juste une grosse compagnie qui déroge de ses pouvoirs puis déroge de ses compétences. Ils ne peuvent pas conclure de traités ou d'accords commerciaux avec une nation. Ils ne peuvent pas se conformer à un système judiciaire autochtone distinct. Ils ne peuvent pas créer leur propre système bancaire. Ils ne peuvent pas concevoir leur propre maison. Ils ne peuvent pas s'attaquer à l'appareil des services sociaux qui a étouffé toute tentative des Autochtones de s'élever au-dessus de leurs circonstances oppressives. C'est normal, hein? Mais puis c'est ce qui explique pourquoi que le système représentatif dans les communautés autochtones, il a été imposé, puis il a été déployé de force. Il n'y a pas de hasard là-dedans. Salut, Sébastien. Aucune loi ne peut être adoptée, promulguée ou appliquée par les conseils de bande sans le consentement exprès du gouvernement fédéral. Ce sont des entités coloniales imposées aux peuples indigènes, dont la seule source de soutien est l'argent qui leur est acheminé par les provinces et Ottawa. Fait que là, les communautés qui sont prises avec ce virus-là, là, du conseil de bande, ben, ils pourraient faire des affaires bright, comme le Québec a fait, avant que ça dégénère en État national, là, puis en
en méga corporation cotée en bourse, il pourrait aller emprunter d'une source tiers, puis faire un projet économique rentable, comme le Québec a fait avec Hydro-Québec aujourd'hui. Mais ça a commencé que dans les années 60. Premièrement, les Canadiens français, on a toujours été acculés, on a toujours été mis de côté, puis le fédéral voulait jamais enrichir ou subventionner le développement du Québec pour nous garder du cheap labor. Fait qu'à un moment donné, il y a des politiciens wise, canadiens, français, dans les années 60, mais il y en avait trop d'ailleurs. C'est pas mieux quand trop, c'est comme passé, là, qui sont allés emprunter à New York pour faire nos propres projets. Mais au début du 20e siècle, il y a déjà, me semble, c'est Honoré Beaugrand ou Lionel Groux ou Henri Bourassa ou Honoré Mercier. Honoré Mercier. Honoré Mercier, au début du siècle, il était allé emprunter au Crédit Lyonnais pour le développement de la province. Crédit Lyonnais en France. Ça, c'est parce on se heurtait à des portes fermées en Amérique du Nord pour emprunter de l'argent, tout simplement, de façon commerciale. Là, dans les années 60, des grands monsieur comme M. Parizeau, Jean Lesage, etc., sont allés emprunter à Wall Street, New York. Hein? Fait que pas pour rien que notre fameux Québec King qui est coté à la bourse, puis son adresse de correspondance est à New York aussi. Pour le développement hydroélectrique. Fait que les Autochtones qui sont pris avec le virus du système électif, le système des conseils de bande, il va falloir qu'ils fassent une passe-passe de même. Qu'ils aillent s'instaurer un revenu stable, puis qu'après ça va lui donner une marge de manœuvre. T'sais? Parce que en étant obligés de quémander pour manger, puis se vêtir, puis s'abriter, ils ne seront pas capables de renoncer puis de couper les ponts avec ce système-là. Malheureusement. Il va falloir qu'ils fassent une coupe de passe-passe. Les conseils de bande ont été efficaces dans un cas. Ah ouais, j'ai hâte de voir c'est quoi. Ils ont servi le gouvernement fédéral en éclipsant les entités indigènes qui exerçaient autrefois une juridiction active dans tout le Canada et pendant les générations qui ont précédé le contact. Mais ils ont peut-être éclipsé temporairement, mais comme je te dis, les chefs traditionnels, soit ils réapparaissent ou ils se reconstituent quand il est question de territoire à l'extérieur des réserves. Ils n'ont pas le choix. Que ce soit la famille elle-même qui revendique un territoire ancestral, c'est valide. Là. Ça en est de la gouvernance traditionnelle. C'est ça que c'est. Si on enlève la structure hiérarchique, tout est possible. Autrement dit, un chef momentané qui est le meilleur chef pour chaque situation. Il n'y a rien d'interdit là-dedans. Faut arrêter de se limiter et d'avoir une mentalité limitative. Pourquoi les appeler Premières Nations? Ce terme a vu le jour en 1980 lorsque l'ancienne Fraternité nationale des Indiens était à la recherche d'un nom plus jazzy qui reflèterait mieux l'activisme politique et social de l'époque. OK. Il y a eu quelque chose en 82 aussi, là, qui n'est pas longtemps après. Plutôt que de s'appeler à juste titre l'Association nationale des conseils de bande de la loi sur les Indiens, la FNI a opté pour Première Nation, alors qu'elle savait que ce nom était inexact et trompeur. Probablement parce que c'est un oxymore, en contraste avec Autochtone ou avec avec Indien. L'autre affaire aussi par rapport aux oxymores, c'est ne jamais oublier d'aller vérifier les définitions juridiques des mots. Parce que juridique, c'est l'outil absolu pour rentrer par la porte d'entrée d'Hypocrite, par le subconscient. Donc, dans les dictionnaires juridiques, on va faire un usage abusif et à outrance des oxymores. C'est voulu. Sauf que l'important là-dedans, c'est qu'il y a des définitions spécifiques qui sont rattachées aux mots. Il faut toujours aller les voir. Mais c'était à la mode et pensait-il, cela leur donnerait un sentiment d'autonomie à l'extérieur d'Ottawa. L'autre affaire, c'est en 82, ils ont modifié la loi sur les Indiens ou bien des lois connexes à la loi sur les Indiens. Ça a fait en sorte qu'il y a quelques 30 000 individus qui sont devenus Indiens soudainement après le rapatriement de la Constitution de 82. C'est quelque chose, il faudrait demander au vrai de vrai, là, savoir c'est quoi. Là. Parce que selon les nouveaux critères, après les amendements,
Il l'était légitimement, d'après les nouveaux critères. Fait qu'il y en a eu comme quelques 30 000 d'un coup, là, avec des critères de reconnaissance valides. Il était question de reconnaître la lignée de la mère là-dedans, là, plutôt que juste de père en fils. Une question de mariage aussi, là, que si c'était pas égal, là, si c'est un Indien qui marie une blanche ou si c'est une Indienne qui marie un blanc, là, des affaires de même. Je l'ai déjà su, ça. Mais ce n'était pas le cas. La dépendance paralysante de la nouvelle APN, Association des Premières Nations, vis-à-vis des fonds fédéraux ne faisait qu'affirmer son statut d'extension des agents de répression. Proxénète, effectivement. Proxénète idéologique. C'est sûr, c'est un calque. Chez les Iroquois, l'expérience avec les conseils de bande fut dure et mortelle. Ben, ça a été les premiers à écoper, hein, comme je vous expliquais, en 1876, sur le territoire du Haut-Canada, avec l'arrivée des loyalistes, qui s'en venaient sur des nouvelles terres, défricher des terres, puis toute la patente. À Akwesasne, ma communauté d'origine, le Conseil de la Nation Mohawk, supervisait les besoins de la population avec une parfaite adéquation. Mais lorsque les fonctionnaires canadiens ont volé 7240 hectares de terre sur le territoire des Mohawks, la région de Dundee, les chefs traditionnels sont protestés. Là, ça, ce territoire-là, il a probablement été temporairement un territoire Mohawk dans la lignée des événements. Il ne faut pas que tu oublies qu'au niveau historique, c'est quand même des gros événements très rapprochés. On parle de la conquête de 1760 sur les plaines d'Abraham. On parle de la proclamation royale 1763 ou 1765. On parle de l'acte de Québec 1774. On parle de la déclaration de l'indépendance des Américains 1776. On parle de l'arrivée des loyalistes éminemment, 2-3 ans après. On parle de la première constitution qui nous a été imposée, l'acte constitutionnel 1791. Puis après ça, là, les loyalistes ont été autorisés. Pas les loyalistes, les Acadiens qui avaient été déportés en 1755, ils ont été autorisés de retourner en Acadie pas longtemps après, là, vers 1796 ou 1800. Puis 1796, la création de la République française, qui a un lien très direct avec l'indépendance américaine au niveau maçonnique. Fait que c'est beaucoup de gros événements très, très, très rapprochés. Fait que no wonder que là-dedans, les Mohawks, quand ils ont été... Quand ils ont senti la répression dans l'État actuel de New York, ben, se sont en allés là, au Upper Canada. Puis là, dans ce texte-là, ça dit que c'était leur territoire là. Tu sais. Mais ça, il y a des historiens qui vont passer cet élément-là, ce factoïde-là, au peigne fin. D'autres insultes ont eu lieu en mai 1899 lorsqu'un contingent de la GRC a envahi Akwesasne pour imposer le conseil de bande par la force. Puis même la GRC, la police montée en 1889, c'était une création très, très, très récente, hein, parce que quand il y a eu la deuxième vague de rébellion dans l'Ouest avec Gabriel Dumont en 1885, ils se sont constitués là, la police montée. Il n'y en avait pas d'armée. Là. Fait que c'était tout frais, ça, là aussi. Là. Lorsque Jake Sayowisakeron s'est porté à la défense des vrais chefs, donc les chefs traditionnels, il a été abattu par le lieutenant-colonel Sherwood, le commandant du peloton de la police montée. Les chefs ont été amenés en prison à Valleyfield, de Québec, où ils ont été détenus sans accusation pendant 1 an. Hein? Ça vous rappelle de quoi, ça? Être détenu sans accusation pendant 1 an? On dirait que c'est un chiffre magique. Pendant que le gouvernement fédéral imposait fermement le contrôle du conseil de bande. En violation flagrante de la loi et de la coutume de gouvernement, le gouvernement fédéral a alors habilité le conseil de bande, anciennement le conseil de bande de Saint-Régis, mais maintenant désormais le conseil Mohawk d'Akwesasne. Il a habilité à organiser un référendum pour que les terres Dundee volées soient indemnisées, mais non restituées. Ça vous rappelle de quoi dans l'actualité aussi? Avec l'argent pour aller au conseil de bande et non à la nation Mohawk à laquelle il a été pris. C'est le même problème aujourd'hui. Le gouvernement fédéral
deal seulement, négocie seulement avec les conseils de bande. Il a mis ces proxénètes-là en place comme des bureaux de franchise. Comme quand tu rouvres un nouveau McDonald's en Antarctique. Tu as beau être en Antarctique, les Big Mac et les hamburgers que tu vas produire, ils vont être identiques à celui du McDonald's de Montréal ou de Toronto. Tu n'as pas le choix. C'est ça un bureau franchisé. Et ça, ça a un but, ça. C'est pour assurer un contrôle parfait, un contrôle total. C'est le même problème aujourd'hui. S'il y a des individus qui se rassemblent et qui vont témoigner d'une situation déplorable au fédéral, ben, le fédéral va répondre « Ah, on a déjà adressé ce problème-là, on a payé, on a indemnisé le conseil de bande. Le conseil de bande a tout bloqué là, il n'a rien distribué à son peuple. » C'est donc sur le territoire des 6 nations de Grand River, Oswego, qu'en 1924, les fonctionnaires fédéraux ont ordonné à la police montée d'envahir leurs terres pour remplacer les chefs et les maires de clan par un conseil de bande. Fait que 1924, c'est avant 1931. 1933, c'est avant Westminster. Le chef Lévi Daskeahe s'est rendu à la Société des Nations, qui est devenue aujourd'hui l'ONU. La Société des Nations, c'est l'ancêtre de l'ONU. En 1923, pour demander à ses membres de contraindre le Canada et la Grande-Bretagne à respecter leurs traités avec les nations autochtones et à s'abstenir de leurs efforts pour éradiquer la gouvernance autochtone en utilisant les conseils de bande. Le résultat fut l'explosion du gouvernement traditionnel, la confiscation de patrimoine culturel inestimable et la menace que l'opposition au conseil de bande soit contrée avec une force écrasante. Jusqu'à ce jour, les Iroquois ont répété nos aspirations à revenir au système traditionnel. À chaque élection des conseils de bande, un très faible pourcentage d'électeurs potentiels se donnent la peine de participer, et si les conseils de bande n'avaient pas le soutien financier du gouvernement fédéral, ils seraient éjectés. À la même astuce d'affaires pour nous autres. Trudeau, il est rentré là, pas avec 30% de la population qui l'ont appuyé, avec une minorité d'un pourcentage du taux de participation. Faites l'équation, combien d'individus que ça donne. Mais ça, ils vous disent pas ça. Ils vont vous dire qu'il est rentré minoritaire avec 49-50% des voix qui ont voté pour lui. Oui, mais sur un taux de participation de combien? La vraie question est là. T'sais? Un taux de participation de 10 millions de Canadiens qui ont voté. T'sais? Ça change la donne, ça, là. Mais avec le cursus autochtone, ça saute aux yeux. C'est ça qui est le problème. Parce que les Autochtones, ils viennent à peine d'avoir leurs médias, l'APTN, en 99, qui ont eu le droit d'avoir leur canal, leurs canaux. Fait que, tandis que nous autres, ça fait longtemps qu'on se fait brainwasher par notre média de masse. Fait que des fois, on a besoin de contrastes de même pour comprendre. Ce qu'il faut pour résoudre la situation à Wet'suwet'en, c'est la reconnaissance du droit de déterminer eux-mêmes comment ils seront gouvernés, ainsi que l'exercice actif d'une juridiction unilatérale sur leurs terres ancestrales. Bien, c'est sûr. Puis nous autres aussi, tu sais, même si nous autres, il y a moins question de terres ancestrales, parce qu'il y a des grosses corporations comme Hydro-Québec qui se sont occupées de ça, là, la question du territoire. Là. Mais il faut quand même, nous autres, pouvoir déterminer de notre mode de démocratie qu'on veut. Fait que... Mais voyez-vous comment ça change la donne? Comment les Kawish qui vont écouter ça aujourd'hui, comment est-ce que ça les part de loin? Là? Il faut déconstruire pas mal plus d'affaires. T'sais. Le texte que je viens de lire, il va déplaire bien plus aux Blancs qu'aux Autochtones. T'sais, parce que nous autres, là, ça fait longtemps qu'on est brainwashés. Puis voyons donc, nous autres, on est démocratiques. Ben oui, non, c'est la même affaire. C'est le même système qui est imposé là. Pourquoi que ce système-là aurait été imposé aux Autochtones, mais il n'a pas été imposé aux Blancs? C'est bizarre, ça, hein? C'est bizarre parce que c'est pas vrai. Il a été imposé à tout le monde. Il a juste été plus subtil chez les Blancs. Fait que c'était ma petite crotte du mercredi. Merci pour votre écoute. Partagez. Puis merci pour votre écoute en différé. Je vais lire les commentaires à l'instant, puis s'il y a matière à répondre, je vais répondre. Bonjour à tous.